Bonjour, bonjour. Étant donné que le sol tremble sous mes pieds, je remets à plus tard les politesses d'usage. Je reprends donc. Le sol tremblait de plus en plus, et nous fûmes obligés de nous raccrocher au vase qui, lui, restait solide sur sa base. Puis très lentement, nous nous sentîmes descendre, et je réalisai que nous étions sur une trappe qui fonctionnait comme un monte-charge. Voilà donc comment les voleurs avaient pu faire disparaître l'autre vase. Il était grand temps de siffler pour prévenir les policiers en faction, et Monsieur Zou et moi-même avions mis nos lèvres en position pour donner l'alerte. Hélas, les pommes de terre sautées de Suzanne étaient largement enduites de beurre, et nos lèvres avaient gardé une fine pellicule grasse qui empêchait le son de sortir. Nous soufflions donc comme des bœufs, et non pas comme des coucous gracieux. Le résultat, pitoyable, fut que nous continuions à descendre sans avoir pu prévenir personne. Monsieur Zou, conscient du danger que nous courions en allant tout droit vers l'antre des malfaiteurs, me chuchota à l'oreille de bien m'accrocher à son bras. J'imagine qu'il voulait m'aider à remonter sur le sol du jardin d'hiver. Mais avec son accent chinois, je compris qu'il me demandait de bien m'accrocher au bas, et je m'accroupis donc de façon ridicule pour m'accrocher au bas du vase, tandis que lui se hissait in extremis hors de la plateforme. Quand je me retournai, j'aperçus son regard horrifié lorsqu'il me vit disparaître dans les entrailles de la terre, seul accroché à mon vase Ming. Quelques longues secondes de solitude et de descente plus tard, je sentis la plateforme se poser sur le sol et j'entendis un Chinois visiblement très énervé donner des ordres à ses hommes de main. Soudain, je sentis mon vase basculer vers l'avant. Les hommes s'en étaient emparés pour le mettre horizontalement sur un chariot. Je me retrouvai donc totalement à découvert. Dans un fol espoir, je fermai les yeux, espérant que, comme lorsqu'on est enfant, si je ne voyais pas les malfaiteurs, ils ne me verraient pas non plus. Hélas, je n'étais plus une petite fille et en face de moi, c'était loin d'être des enfants de cœur. Soudain j'entendis un Tiens donc, mademoiselle Zénaïde, qui, bien que prononcé avec une grande amabilité, me glaça les sangs. Tuan s'approcha de moi avec un regard de serpent, ou pire, de dragon comme celui de son pendentif. Il me dit que j'étais vraiment très sotte d'avoir voulu jouer à la détective face à une bande de gangsters chinois. Et que c'était bien dommage de priver le monde d'une si jolie frémousse comme la mienne. Alors, d'autres circonstances, la manière dont il prononça le mot frémousse avec son accent chinois m'aurait beaucoup fait rire. Mais à ce moment précis, mon sens de l'humour légendaire n'était plus qu'un lointain souvenir. Soudain, tout alla très vite. Il s'approcha de moi et me mit un énorme poignard sous la gorge. Puis il cria un ordre à ses hommes et ceux-ci se mirent en marche dans le long tunnel qui s'ouvrait devant nous en transportant le vase sur le chariot. Tuan Cheng et moi-même fermions la marche. J'espérais de tout mon cœur qu'il avait laissé ouverte la trappe donnant dans le jardin d'hiver et que Zhou et les policiers allaient vite arriver pour me délivrer. Hélas, comme si le traître avait lu dans mes pensées, je l'entendis hurler à nouveau, et 2 secondes plus tard, j'entendis le bruit du mécanisme de la trappe qui remontait. J'étais perdu, et nous continuions d'avancer, d'avancer dans le tunnel. Malgré mon angoisse, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à l'endroit où nous nous trouvions. Je compris que ce tunnel reliait de façon certaine le château de Beauvoir à la maison de Maurice que Cheng Senior avait acheté autrefois pour être le plus près possible de sa marquise. Presque immédiatement après cette réflexion, nous arrivâmes à un endroit où le tunnel s'élargissait en une sorte de salle ronde qui semblait déboucher un peu plus loin vers une sortie à l'air libre. Cela donnait sans doute dans le parc de la maison, vers lequel les hommes de Tuan Cheng allaient évacuer le vase pour l'emmener loin d'ici. Je me demandais avec effroi ce que Tuan allait faire de moi une fois là-haut. Mais je n'eus guère le temps de me poser la question, car une fois que les hommes furent sortis de la grotte avec le vase, il me poussa contre une des parois du tunnel et une porte s'ouvrit dans la roche qui me fit tomber par terre. Lorsque je me relevai, je crus rêver. Je me trouvai dans le ravissant boudoir rose, peint sur le tableau représentant la marquise de Beauvoir, que nous avions retrouvé dans les affaires de Cheng Senior. Tout y était exactement comme sur la peinture, hormis quelques traces d'humidité sur les murs. Tuan me poussa sans ménagement sur la méridienne, celle qui avait sûrement servi aux ébats des deux amants. Le boudoir secret que nous avions cherché partout se trouvait donc dans ce tunnel, sous la maison de Cheng, et c'est là que le diplomate et sa bien-aimée se retrouvaient pour cacher leurs amours interdites. Hélas, nous étions loin d'être dans la même situation. J'avais un fou en face de moi, qui me débita toute l'histoire comme si j'avais le droit de la connaître, avant de mourir. Il me raconta donc qu'à un siècle d'intervalle, 2 de ses ancêtres s'étaient amourachés les 2 marquises de Beauvoir, la grand-mère puis la petite-fille. Il me dit que ces hommes avaient déshonoré leur famille et leur patrie, et que son arrière-arrière-grand-père avait commis un crime de lèse-majesté en offrant ses vases royaux à une étrangère. 50 ans plus tard, par un hasard ou un destin extraordinaire, son grand-père avait à son tour succombé au charme de la petite fille et s'était abaissé à lui offrir son cœur tout entier. Après sa mort, sa grand-mère lui avait d'ailleurs raconté qu'il n'avait jamais réussi à l'aimer à cause de cette femme. Mais heureusement, avant de mourir, son grand-père avait eu un sursaut de lucidité et avait confié à son petit-fils ce médaillon au dragon, en lui disant qu'il servait à ouvrir un passage secret dans une maison qu'il avait possédée en France. Le vieux Cheng avait avoué à son petit-fils toute son histoire d'amour et lui avait confié une mission.
Il lui demandait, après sa mort, d'aller en France et de vérifier que la maison existait toujours. Si c'était le cas, il faudrait glisser le médaillon dans une encoche du mur du jardin de son ancienne maison pour actionner l'ouverture d'un passage. Ce passage conduisait à un tunnel qui reliait la maison au château de Beauvoir et ressortait dans le fameux jardin d'hiver secret. Le vieux Cheng demanda à son petit-fils de s'y introduire et de s'assurer que les vases étaient toujours en sécurité auprès des descendants de sa bien-aimée et non pas volés par des Chinois avides. Le vieil homme lui parla ensuite, avec des sanglots dans la voix, du petit boudoir secret qu'il avait aménagé pour sa belle dans la roche du tunnel. Il lui expliqua qu'on ouvrait aussi la porte du boudoir avec le médaillon. Cheng Junior, sans lui dire, était écœuré de la conduite de son grand-père. Toutefois, lorsqu'il apprit la valeur inestimable des vases, il s'était rendu compte de l'aubaine, et il avait alors juré au vieux Cheng qu'il accomplirait sa mission en souvenir de lui. Après son récit, Tuan me regarda avec des yeux de glace et me dit qu'il n'allait donc pas laisser une petite Française comme moi, moins sotte qu'elle n'en avait l'air, merci pour le compliment, se mettre en travers de sa route. Il m'assura que de toute façon personne ne me trouverait jamais et que ce joli boudoir serait mon sanctuaire. Sur ce, il partit d'un énorme éclat de rire et s'en alla en fermant la porte de pierre derrière lui. 2 minutes après, je me mis à hurler, à tambouriner de toutes mes forces sur la porte, espérant que les policiers finiraient par arriver. Mais l'épaisseur des murs de la caverne empêchait ma voix de passer, et moi qui étais claustrophobe au dernier degré, je me voyais mourir à petit feu, comme les servantes qu'on emmurait vivantes, à côté du sarcophage de la pharaone dans les pyramides. De son côté, Zhou, après avoir assisté impuissant à ma descente dans le gouffre, était remonté dans le jardin d'hiver et avait hurlé pour prévenir les policiers de venir au plus vite le rejoindre. Hélas, le temps qu'ils arrivent, la trappe était en train de remonter et le passage de se refermer. Mais cette fois-ci, Zhou avait décidé de descendre coûte que coûte. Il s'était donc faufilé par l'ouverture, suivi par 2 des policiers, et les hommes s'étaient laissés glisser le long de la corde qui manœuvrait la plateforme. Zhou avait crié au commissaire de les retrouver dans le jardin de l'ancienne maison de Cheng, car il pensait que le tunnel devait sûrement sortir là-bas. Une fois arrivés dans le tunnel, les 3 hommes s'étaient mis à la poursuite des malfaiteurs, espérant que j'étais toujours en vie. Ils étaient passés devant le mur du boudoir, mais ne s'étaient aperçus de rien puisqu'ils ne m'entendaient pas. Arrivés à la sortie du tunnel, ils étaient tombés sur Tuan Cheng et ses hommes, que les policiers venaient de coincer par l'autre côté. Zhou attrapa Tuan en le secouant de toutes ses forces et en lui demandant ce qu'il avait fait de moi. Mais ce dernier répétait en boucle avec un air halluciné. « Elle mourra dans la chambre d'amour, comme auraient dû le faire les marquises. Elle mourra dans la chambre d'amour. » Zhou lui avait sauté dessus, et les 2 hommes s'étaient battus jusqu'au moment où Tuan, plus agile, s'était échappé, faussant compagnie aux policiers qui lui couraient après, et il disparut dans la nuit. Zhou n'avait réussi qu'à lui arracher son médaillon. Il était furieux contre lui-même d'avoir laissé partir la seule personne qui savait où j'étais. Il fallait absolument trouver le boudoir dans lequel j'étais vraisemblablement enfermé. Sergueï et Charles s'étaient alors précipités dans la maison pour regarder dans les recoins de chaque chambre. Claudine, elle, cherchait dans le parc pour voir s'il n'y avait pas une grotte ou une cage secrète. Maurice, lui, alla s'asseoir dans son salon et se servit un verre de whisky pour se remettre les idées en place. Quant à M. Zhou, il réfléchit et se dit qu'il y avait peut-être un endroit dérobé au regard dans le tunnel. C'est pourquoi il repartit dans le souterrain, scrutant chaque encoche dans la roche de la caverne et hurlant mon nom. Soudain, il aperçut avec sa torche une ligne dans le mur qui ressemblait à une porte. En collant l'oreille contre la paroi, il m'entendit gémir. Alors il m'appela de toutes ses forces et me dit qu'il allait me sortir de là. Tout en me parlant, il cherchait autour de lui pour voir si les malfaiteurs n'auraient pas laissé un outil qui puisse servir de levier pour faire jouer la porte. J'entendais très mal ce qu'il disait, et de mon côté, je tentais de lui dire qu'il n'avait aucune chance d'ouvrir la porte sans ce fichu médaillon de Tuan Cheng. Mais Zhou ne m'entendait presque pas, et me criait qu'il ne comprenait rien à mon histoire de fichu en haillons. J'étais désespérée. Puis soudain, je me souvins des lettres d'amour de Cheng et de sa marquise. J'étais tellement restée collée à ma porte de pierre depuis que Cheng Junior m'avait enfermée que je n'avais même pas regardé autour de moi. Je m'aperçus qu'il y avait certes la méridienne comme sur le tableau, mais aussi un petit secrétaire et une banquette sur laquelle les 2 amoureux avaient dû passer des heures à s'écrire mutuellement des lettres d'amour. En effet, en ouvrant un des tiroirs, je découvris des feuilles de papier roses et bleues et 2 porte-mines identiques en ivoire qui se trouvaient dans un second tiroir. Malgré toute l'angoisse liée à ma situation, je ne pus m'empêcher d'être émue. Puis j'écrivis à la hâte. Le médaillon de Tuan ouvre la porte. Ensuite, je me mis littéralement à plat ventre devant la porte et je fis glisser la feuille dans le minuscule espace qui s'y trouvait en priant pour qu'elle dépasse de l'autre côté en dépit de l'épaisseur de la pierre. J'espérais que les policiers avaient réussi à capturer Cheng Junior, sinon sans son médaillon, c'est une Zénaïde momifiée sur la méridienne qu'on découvrirait dans 150 ans. Je m'apprêtais donc à attendre un bon moment, quand tout à coup la porte de pierre se mit en mouvement et Zhou se jeta dans la pièce. Il m'expliqua tout ce qui s'était passé et qu'il avait gardé, sans même s'en rendre compte, le médaillon de Cheng dans sa main après la bagarre. Quand il avait lu mon mot, il s'était dit que c'était un signe extraordinaire du destin ou un clin d'œil du vieux Cheng et de sa belle marquise. Alléluia, j'étais sauvée. Je m'effondrais en pleurs dans les bras de mon sauveur.
Lui-même était très ému par toute cette aventure et il me serra de toutes ses forces. Puis il me sembla qu'il méritait bien que je l'embrasse pour sa bravoure. Et visiblement, il dut penser que moi aussi, je méritais bien un baiser pour la mienne. Et de fil en aiguille, et de baiser en baiser, la méridienne et le boudoir étant ma foi assez propices à ce genre de rapprochement, nous refîmes les mêmes gestes que la marquise avait accomplis avec son amant chinois. Et soudain, je compris parfaitement l'air extasié qu'avait la jeune femme sur le tableau lorsque M. Zhou, dont je ne connaissais toujours pas le prénom, me fit découvrir les délices de l'Empire céleste, qui portait décidément bien son nom. Les circonstances, le lieu, la tension qui avait précédé et les ondes d'amour encore palpables des deux amants d'autrefois, tout contribua à faire de cet instant une expérience spirituelle et sensorielle hors du temps. Nous eûmes énormément de mal à revenir au moment présent, et ce n'est qu'en entendant les appels répétés de Sergueï et des policiers que nous reprîmes conscience de la réalité. Monsieur Zhou me dit que son prénom était Kuon, ce qui signifiait lumineux en chinois. Et on peut dire qu'il me l'avait apporté sa lumière pour me sortir des ténèbres où je me trouvais à tout point de vue. Nous utilisâmes le médaillon au dragon pour ouvrir à nouveau la porte du boudoir. Lorsque 10 policiers sur les dents, Sergueï, Charles et Claudine nous virent sortis de la roche, souriant béatement, ce qui ne laissait aucun doute sur l'activité à laquelle nous venions de nous livrer, il y eut un très grand moment de flottement dans l'air. Heureusement, Kwon se reprit vite et expliqua toute l'affaire aux policiers en omettant le côté chaleureux de nos retrouvailles. Toutefois, je ne pouvais manquer de remarquer l'œil goguenard de Sergueï et le sourire entendu de Claudine. Quelques jours plus tard, le premier vase Ming dérobé par Tuan Cheng fut retrouvé dans le fumoir d'opium, dissimulé derrière un rideau. Charles de Beauvoir, après réflexion, alla contre la volonté du vieux Cheng. Ce dernier aurait voulu que les vases restent auprès des descendants de sa bien-aimée, mais Charles jugea qu'il fallait les rendre à la Chine puisque ces vases royaux faisaient partie de son histoire. En revanche, il garda le petit tableau représentant sa grand-mère dans le boudoir souterrain. Kuon nous avait traduit l'inscription qui s'y trouvait dans un coin et qui nous avait tant intrigués. Elle disait ceci: « On a beau voir le vase, la rose, elle, est cachée dans la grotte du dragon. » À la lumière de cette aventure, cette inscription prenait tout son sens. Charles ouvrit ensuite en grand et de manière permanente les portes de son jardin d'hiver, qui devint sa pièce préférée, offrant aux yeux de tous les visiteurs sa beauté et le charme incomparable de son cloître. La police ne réussit jamais à mettre la main sur Tuan Cheng. Mais un mois après cette affaire, on me fit livrer au petit plaisir 2 splendides paravents bleu-vert, représentant un lac turquoise et ses berges accueillantes. Ils étaient faits dans la soie extraordinaire qui m'avait tant fasciné dans l'atelier de Tuan Cheng. Un idéogramme était brodé en bas à droite de l'un d'eux et Kuon me le traduisit. Il était écrit: « Pour celle qui tient si bien l'opium, avec mes compliments, Tuan Cheng. » Ce type avait beau être un monstre, on ne pouvait pas lui enlever une certaine classe. Kwon Zhou et moi vécûmes pendant 2 mois une histoire d'amour étonnante qui me faisait découvrir une culture à l'opposé de la mienne et des délices auxquelles je m'accoutumais parfaitement. Cependant, la vie de Kwon était essentiellement à Shanghai et vint le jour où il dut repartir. Nous étions tristes, bien sûr, mais nous avions pris cette relation comme un cadeau magnifique et temporaire qui, de mon côté, m'avait apaisé et enrichi à tout point de vue. 10 jours après le départ de Kwon, je réalisais qu'effectivement notre histoire d'amour m'avait enrichi, mais beaucoup plus que temporairement. En effet, un petit bébé de l'Empire céleste allait pointer le bout de son nez. Cela m'emplit d'une joie fabuleuse, car cet enfant aurait en lui le sang et la culture de 2 peuples si différents. Et je réalisais que bien des années après, j'allais concrétiser ce que les 2 générations de Cheng n'avaient jamais pu réaliser avec leur belle marquise. Mettre au monde la plus belle chose qui soit, le fruit de l'amour. Oui, Archie. Archie. Ah oui, je m'en doutais, ça fait un peu beaucoup pour lui. Il va falloir que je me donne sacrément de mal. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.